Sous les pavés de la ville éternelle, des archéologues tentent de reconstituer les pans méconnus de l'histoire de l'Empire romain. Ils fouillent les fondations de l'un des plus grands monuments jamais construits dans l'Antiquité, le Colisée. Les Romains étaient des architectes, des ingénieurs et des bâtisseurs hors pair. Ce qu'ils ont accompli ici est vraiment extraordinaire. Ce chef-d'œuvre de l'architecture antique reflète l'essor, mais aussi le déclin d'un des plus grands empires de l'histoire. Le Colisée symbolise non seulement la splendeur de l'architecture romaine, mais aussi le pouvoir et la domination des empereurs romains. Aujourd'hui, dans tous les anciens territoires de l'Empire, archéologues et scientifiques découvrent de nouveaux éléments sur le Colisée et les jeux du cirque. Grâce à des technologies de pointe, ils explorent le monde perdu des gladiateurs. Pour la première fois, on peut déambuler dans cette cité romaine. L'analyse scientifique des ossements de combattants remet en question nos connaissances. En examinant ces squelettes, on a été vraiment sidéré d'y trouver une telle quantité de blessures. Et des découvertes récentes éclairent d'un jour nouveau les derniers instants du Colisée. Quelle merveille! L'édification du Colisée est un cadeau de l'empereur Vespasien au peuple romain. S'il veut reprendre les choses en main en tant que nouvel empereur, il n'a pas à chercher plus loin. Ce monument vise à montrer qu'il est désormais aux commandes de l'Empire. Le Colisée ouvre ses portes au public en l'an 80 de notre ère. 100 jours de spectacles démesurés y sont organisés. Vespasien est mort avant que l'édifice ne soit achevé. C'est son fils Titus qui inaugure le lieu. Le succès est immédiat. Mais quel retentissement ont eu ces jeux et cette nouvelle arène? Alors que l'étendue de l'Empire atteint son apogée, le Colisée devient un véritable symbole du pouvoir romain sur les contrées lointaines. À plus de 700 km au sud-ouest de Rome, près de la cité antique de Carthage, dans l'actuelle Tunisie, se trouve El Djem. Le cœur de la ville abrite un amphithéâtre visiblement inspiré du Colisée. Nedjib Ben Lazreg, archéologue, fouille les sites romains de Tunisie depuis près de 50 ans. On est dans l'amphithéâtre d'El Djem. C'est le plus grand édifice romain dans toute l'Afrique du Nord. La région a été conquise par les Romains au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Carthaginois, autrefois leurs ennemis jurés, remplissent désormais les gradins de l'arène. Il a pu contenir jusqu'à 30 000 spectateurs. Il faut imaginer l'ambiance le jour de l'ouverture et même au courant des spectacles qui se tenaient assez fréquemment. Tous ces spectacles étaient offerts gratuitement par l'élite locale. Nedjib passe en revue les spécificités architecturales de l'édifice. Sous un enchevêtrement d'arches, il a découvert d'étranges marques taillées dans la pierre. Il faut savoir lire les ruines romaines. Et en regardant dans le détail,
En se comportant comme des détectives, on peut comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Donc on a une encoche triangulaire, on les trouve de deux côtés du bloc cubique là, et ça servait pour des crochets, des pinces, pour amener les pierres à des niveaux différents grâce à l'usage de cordes, toutes sortes de machinerie. C'est une invention romaine, inventée à l'époque romaine. Les encoches triangulaires sur les blocs de pierre sont des instructions laissées par les bâtisseurs. Elles indiquent où placer les pinces de la grue qui va les soulever et comment positionner le bloc dans l'édifice. Les Romains ont utilisé cette méthode pour bâtir des temples, des amphithéâtres et des aqueducs dans tout l'Empire. Ça nous montre la diffusion des techniques romaines un peu partout dans le monde. Cette petite encoche-là résume en fait l'unité de la civilisation romaine. Cette technique propre aux Romains permettait d'ériger des monuments aussi imposants que celui d'Elgem en un temps record. Si ces encoches montrent comment étaient bâtis les amphithéâtres, elles ne nous disent pas pourquoi. Or, à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, il existe plus de 200 amphithéâtres en pierre sur le modèle du Colisée dans l'ensemble de l'Empire romain. Et ce, même dans les territoires les plus reculés. C'est un édifice qui a été conçu par les Romains pour distraire le peuple, lui offrir les loisirs. Et c'était une manière très intelligente de la part de l'autorité romaine de standardiser la façon de vivre dans tout l'Empire romain. Les amphithéâtres correspondent à un projet politique. Ils font rayonner la civilisation romaine jusque dans les territoires conquis. Mais aucune de ces arènes ne surpasse le Colisée. À la fin du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain est au summum de sa prospérité. Il consacre une grande partie de ses richesses à l'arène romaine. Au sommet des ruines de l'amphithéâtre, l'architecte Barbara Nazzaro souligne une différence dans le bâti. Si les premiers étages ont un style uniforme, le dernier niveau se démarque. On remarque une différence, l'absence d'arcades. Cette grande paroi presque pleine qu'on appelle l'attico est percée de quelques fenêtres et entrecoupée de demi-colonnes plates. Il semblerait que le dernier niveau ait été édifié à une autre époque. En l'an 80, quand le Colisée a été inauguré, il ne comptait que 3 niveaux d'arcades. La splendeur de la structure s'arrêtait là. Ensuite, il a fallu agrandir le lieu. Qui a construit cette extension et pour quelles raisons? Shushma Malik est chercheuse en histoire de l'Antiquité à l'Université de Cambridge. Peu après que Titus a inauguré le Colisée en y organisant les premiers jeux du cirque, il est mort. Son frère Domitien lui a succédé. Les Flaviens sont au pouvoir depuis à peine plus d'une décennie. Domitien n'a ni la stature de son père Vespasien, ni le charisme de son frère Titus. Il cherche un moyen d'imprimer sa marque. Le Colisée intéresse beaucoup Domitien. Il imagine ce qu'il pourrait faire pour rendre les jeux encore plus spectaculaires. C'est un peu la couronne de ce superbe amphithéâtre. Une couronne qui le rend encore plus magnifique et qui offre encore plus d'espace pour des gradins. Elle permet au Colisée d'accueillir un plus large public, désireux de profiter des spectacles offerts par l'empereur.
L'ajout d'un 4e niveau équivaut à 10 000 spectateurs supplémentaires. Auparavant haut de 35 mètres, le Colisée atteint presque les 50 mètres. Cependant, les fouilles n'ont révélé aucune réfection des fondations initiales, ce qui signifie qu'elles étaient suffisamment solides pour supporter le poids d'un niveau supplémentaire. Mais Domitien ne s'arrête pas en si bon chemin. Il creuse également sous l'arène pour créer un gigantesque réseau souterrain. Cette zone s'appelle l'hypogée. Mais à quoi servaient ces tunnels? L'archéologue Federica Rinaldi nous emmène dans les entrailles du Colisée. Tout ce qui se passait ici était invisible pour les spectateurs assis dans les gradins. Le public ne pouvait pas soupçonner ce qui se passait en sous-sol. Les Romains comptaient d'ailleurs sur l'effet de surprise pour créer des émotions fortes. L'hypogée est constituée d'un labyrinthe de 14 couloirs qui abrite 32 petites pièces. Plusieurs endroits présentent de mystérieuses ouvertures au sol. Ici, on a un bloc de travertin carré, au centre duquel se trouve un trou circulaire délimité par une structure métallique en bronze qui porte un numéro. À l'intérieur des parois qui entourent ces ouvertures, des sillons et des motifs dans la pierre ajoutent au mystère. En analysant l'ensemble de ces caractéristiques, les archéologues ont réussi à reconstituer le système complexe auquel elles appartenaient. La structure en bronze est une pièce d'attelage. Elle maintenait un énorme treuil en bois qui servait à hisser des hommes ou des animaux en cage jusqu'au niveau de l'arène. Ce dispositif permet un spectacle absolument fantastique. Et il faut imaginer ces 28 ascenseurs répartis sur tout le pourtour de l'arène, avec les trappes qui s'ouvrent de façon aléatoire. Et tout à coup, il en sort des animaux terrorisés et affamés, prêts à s'offrir aux yeux des spectateurs. L'empereur Domitien transforme les 12 000 mètres carrés de sous-sol du Colisée en une machinerie scénique extrêmement sophistiquée qui renforce l'effet spectaculaire des chasses aux animaux sauvages et des combats de gladiateurs. Il ne faut pas oublier qu'en plus de l'obscurité, mais sans doute aussi des odeurs nauséabondes, ça grouillait de monde. Il y avait énormément d'esclaves partout qui se démenaient pour garantir le bon déroulement des choses. Mais le succès de ces jeux repose essentiellement sur le divertissement préféré du public, les combats de gladiateurs. Sur l'ensemble du territoire romain, c'est le clou du spectacle. Mais comment Rome peut-elle répondre à cette énorme demande de combattants surentraînés ? À plus de 700 km au nord-est de Rome, à la lisière de l'Empire, se trouve la ville de Carnuntum, située dans l'actuelle Autriche. On peut y trouver les ruines de 2 amphithéâtres, distants de 3 km l'un de l'autre. Wolfgang Neubauer
a étudié la façon dont cette cité antique s'est développée au fil des ans. La ville romaine de Carnuntum était l'un des hauts lieux de l'Empire romain au IIe et IIIe siècle. Située sur les rives du Danube, Carnuntum était une ville marchande florissante qui comptait 50 000 habitants. C'est un lieu particulier parce qu'il n'y a jamais eu trop de construction. Toutes les ruines ont été préservées. Tout est là. La ville s'étend sur une dizaine de kilomètres carrés. C'est absolument impossible de fouiller un site aussi gigantesque. Mais il existe d'autres façons de faire de l'archéologie. Wolfgang et son équipe sont des pionniers de l'archéologie non invasive. En associant plusieurs techniques comme la détection au laser, les radars à pénétration de sol et la magnétométrie, ils modélisent avec précision les édifices présents dans le sous-sol. Pour la première fois, leur étude montre l'étendue des infrastructures autour du plus grand des deux amphithéâtres. On peut vraiment se promener dans la reconstitution et en observer tous les détails. Une étrange construction attise sa curiosité. L'imagerie montre 4 murs de pierre tout autour d'un cercle en bois de plus de 18 mètres de diamètre. Le plus étonnant, c'est cet élément de forme circulaire. Si on l'examine de plus près, il ressemble à un petit amphithéâtre. Et au centre de ce rond, il y a un trou de poteau. On a compris que c'était sans doute les fondations d'un palus. Les sources romaines décrivent le palus comme un poteau en bois dont les gladiateurs se servent pour s'entraîner au maniement du glaive. Un peu comme le sac de frappe pour les boxeurs. Et s'il y a bien un endroit où l'on trouve ce fameux palus, c'est dans les écoles de gladiateurs. Pour vérifier cette hypothèse, on a fouillé la zone et on a retrouvé les fondations du palus au centre de l'arène d'entraînement. Ça confirme qu'il y avait bien une école de gladiateurs à Carnuntum. La structure est restée enfouie et intacte pendant près de 2000 ans. C'est la première du genre à avoir été retrouvée ailleurs qu'en Italie. C'est une découverte incroyable. Elle change complètement notre vision du fonctionnement de la gladiature dans les provinces. Elle prouve que tous les grands amphithéâtres avaient leur propre centre d'entraînement. Et ça remet en question notre compréhension de l'organisation des Jeux et du nombre de gladiateurs présents dans tout l'Empire romain pour remplir les stades. On estime qu'il y a en permanence plus de 16 000 de ces combattants professionnels prêts à se jeter dans les arènes de l'Empire. Si les premiers gladiateurs sont des prisonniers de guerre, au fil du temps, une véritable industrie se met en place autour des Jeux. Les hommes libres peuvent également choisir cette carrière et se former dans des écoles spécialisées comme celle de Carnuntum. Le plus prestigieux de ces centres de formation a été découvert dans les années 1930 sous un ensemble de bâtiments qui jouxtaient le Colisée. Ici même, juste à côté du Colisée, se trouvait un complexe très étendu. On voit clairement les restes d'un énorme arc de cercle. Il s'agit d'un amphithéâtre. Il s'appelait le Ludus Magnus, autrement dit la grande école en latin. C'est vraiment l'élite des écoles de gladiateurs dans l'Empire romain, la numéro 1. Il reste encore des traces de sa grandeur passée. Regardez ici.
Il y a un fragment de marbre et juste à côté un petit morceau d'attache métallique. Le tout faisait partie du système de fixation de panneaux de marbre. Le marbre a été retiré, mais ça prouve qu'il y en avait. Ce qui veut dire que cette école était richement décorée. Elle appartenait à l'empereur. L'argent n'était pas un problème. C'était le faste impérial à l'état pur. L'empereur venait assister à certains entraînements au sein même de cette arène. C'est dire le prestige du Ludus Magnus. Les baraquements faisaient 2 ou 3 étages. Des centaines et des centaines de gladiateurs s'entraînaient ici chaque jour pour se préparer au grand spectacle du Colisée. Ils arrivaient des 4 coins de l'Empire pour la performance de leur vie. Les ruines de l'école montrent que l'Empire ne reculait devant rien pour offrir le meilleur divertissement possible. La structure du Colisée et de l'école attenante était propice aux visites d'invités de marque lors des Jeux. Ce tunnel était exclusivement réservé aux empereurs. Il reliait les 2 structures. On peut imaginer un empereur se rendre dans les zones annexes de l'amphithéâtre, notamment dans les gymnases, et peut-être même aller motiver les gladiateurs. L'existence de ce tunnel prouve le fort intérêt du pouvoir impérial pour ses combattants. Une découverte étonnante révèle un étrange secret sur leur quotidien. À Vienne, en Autriche, Fabian Kantz est chercheur en anthropologie médico-légale. Il analyse les restes humains. Nous, les anthropologues médico-légaux et les bioarchéologues, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est de rendre le squelette lisible, du moins ce qu'il en reste, et de rassembler le plus de données possibles sur cet individu afin de lui redonner vie. L'équipe de Fabian est chargée d'analyser les restes de plus de 60 corps retrouvés dans une fosse commune à plus de 1000 km du Colisée, dans un cimetière romain d'Éphèse, en Turquie. À une seule exception près, ce sont des squelettes d'hommes. Vu la proportion importante d'hommes et le nombre de leurs blessures, il n'y avait que 2 possibilités. C'était soit des légionnaires, c'est-à-dire des soldats romains, soit des gladiateurs. Prenons ce crâne par exemple. Ce qui saute vraiment aux yeux ici, c'est cette énorme lésion, visiblement provoquée par un instrument tranchant. On voit bien comment le morceau a été arraché. La forme des bords de l'orifice nous indique même que cet instrument était muni d'une pointe barbelée. L'arme la plus susceptible de taillader les os de cette façon, c'est la pointe du trident qui était hérissée de picots. Et les seuls à utiliser un trident au combat sont les rétiaires. Cette profusion de blessures nous incite à penser que ces individus ont mené une vie très violente et que certains d'entre eux, voire probablement tous, ont connu une mort brutale. Ce sont les premiers ossements de gladiateurs à avoir été retrouvés et a fortiori analysés en détail. Les lésions sur l'un des crânes attirent particulièrement l'attention de Fabian. Il les examine plus précisément. À côté de ces lésions très graves, parfois même mortelles, on a aussi trouvé de nombreuses blessures parfaitement guéries ou dont la cicatrisation était très avancée. En général, la population romaine n'avait pas accès à des soins médicaux d'une telle excellence. Cela prouve que les gladiateurs recevaient les meilleurs soins médicaux, comme nos athlètes aujourd'hui. Étant donné la qualité des cicatrisations, on peut en déduire que ces personnes étaient précieuses, d'une certaine manière.
Et quand on lit les sources écrites, on comprend pourquoi. Les gladiateurs représentaient un investissement. Donc s'ils étaient bien soignés par leurs propriétaires ou par les propriétaires des écoles, c'était pour qu'ils puissent retourner au combat. Les gladiateurs recevaient-ils d'autres traitements, en plus de ces soins d'urgence? Fabian sectionne l'un des échantillons à sa disposition. Il plonge les fragments osseux dans de l'azote liquide. Avant de les réduire en poudre et de les diluer. La technique de la spectrométrie d'absorption atomique permet de déceler la présence de différents éléments chimiques dans un liquide. Pour connaître la composition de l'échantillon, Fabian recherche des éléments inhabituels dans la solution. La flamme est rouge vif. Cela prouve la présence de strontium, une substance connue pour renforcer les os que l'on trouve normalement à l'état de trace. Mais ces os de gladiateurs en contiennent une quantité inhabituelle. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est ce taux extrêmement élevé de strontium dans l'os. C'était le double de la normale. Que pouvaient bien manger ces combattants pour avoir un tel taux de strontium dans les os? Les textes antiques font mention d'un breuvage particulier élaboré à partir d'eau réduite en poudre et de plantes. Mélanger des eaux brûlées, des feuilles, du bois et de l'écorce à de la cendre permet de concentrer les taux naturels de strontium. Boire cette mixture renforçait la résistance des gladiateurs. Fabian pense que cela pourrait expliquer la quantité phénoménale de strontium dans leur squelette. Ils buvaient régulièrement ce breuvage à base de cendre. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui, quand on prend des comprimés de magnésium ou de calcium après un entraînement. Des centres de formation ornés de marbre, aux boissons fortifiantes, l'Empire romain ne lésine pas pour produire les meilleurs combattants. Au IIe siècle, le Colisée met en scène les spectacles les plus grandioses jamais organisés à Rome. Cela reflète la grandeur de l'Empire, en plein âge d'or en termes de paix et de prospérité. Mais des vestiges enfouis sous le Colisée sont le signe d'un tournant dans l'histoire de Rome. On a trouvé une pièce! Elle est incrustée. Oui. Il faut la nettoyer et espérer qu'on voit quelque chose. La couleur verte indique une forte oxydation. Il s'agit d'une pièce romaine qui est très sale. Elle a sans doute été perdue par un spectateur. C'est toujours un objet important, autant à l'époque que de nos jours. Elle est sans doute tombée d'une poche ou d'une bourse. Pour que la pièce livre son histoire, elle devra être soigneusement nettoyée et analysée. Les pièces de la fin du IIe siècle découvertes récemment sur le site soulèvent une question. Elles contiennent moins d'or et d'argent que les pièces plus anciennes, sans doute un signe des difficultés économiques de l'époque. D'est en ouest, l'Empire s'étend de l'actuelle Syrie jusqu'aux confins de la péninsule ibérique. Il n'a jamais été aussi vaste. Alors pourquoi ces finances sont-elles mises à mal? On a du mal à savoir précisément quand la situation a commencé à se dégrader. Mais on a énormément de crises et de problèmes larvés qui se manifestent à la fin du IIe siècle.
Un empire aussi étendu signifie des frontières lointaines à protéger. À Carnuntum, en Autriche, un épisode houleux de l'histoire romaine refait surface grâce à des technologies de pointe. L'archéologue Mario Wallner a recours au radar à pénétration de sol pour percer les secrets du site. Grâce au développement de ces radars motorisés, l'archéologie s'est complètement transformée. Par le biais de cette technique, la cité enfouie a pu être cartographiée avec une précision sans précédent. On aperçoit des ensembles entiers d'habitations, ainsi que des rues. Et si on dézoome légèrement, on peut même distinguer le plan d'aménagement de la ville, c'est-à-dire la voirie, comment les rues sont construites, et tous les bâtiments et les maisons qui se trouvent autour. Pour un archéologue, ces données sont un véritable trésor. Pendant près d'un siècle, Carnuntum est la capitale d'une province sans histoire, située à la frontière de l'Empire romain. Mais les recherches archéologiques montrent qu'après l'an 170, le vent tourne. Ici, on constate qu'une ligne plus sombre recouvre des structures plus anciennes. De vieux bâtiments ont été démolis et cette ligne sombre a été construite par-dessus. Ça veut dire qu'elle devait avoir une certaine importance, qu'elle jouait sûrement un rôle essentiel dans le paysage urbain. Ce sont les vestiges d'un énorme rempart édifié à la fin du IIe siècle. À première vue, on pourrait se dire que ce champ n'a rien de particulier. Pourtant, on se trouve ici sur l'un des sites clés de la ville antique de Carnuntum. À cet endroit précis, sous mes pieds, se trouve le rempart de la ville. Autrefois, il mesurait 9 mètres de haut sur plus d'1 mètre de large. Le rempart encerclait des habitations et des échoppes. Pourquoi a-t-il été érigé ? C'était un message politique, une manière de dire « on a le pouvoir de bâtir un rempart aussi gigantesque ». Ça donnait aux habitants de la ville une certaine tranquillité d'esprit, un sentiment de sécurité. Mais ça disait aussi aux Germains qui peuplaient les territoires au nord du Danube « N'essayez pas de nous attaquer, car on sait se défendre ». Les recherches de Mario viennent illustrer les événements dramatiques retranscrits dans les textes antiques. Carnuntum est situé sur la rive sud du fleuve Danube. Au nord se trouvent divers peuples germains qu'on nomme les barbares et qui, depuis plus d'un siècle, étaient les voisins paisibles des Romains. À la moitié du IIe siècle, des populations étrangères viennent empiéter sur le territoire barbare côté nord. Sous la pression, les barbares décident de pousser vers le sud. Le rempart découvert par Mario et son équipe est mis à l'épreuve. S'il permet de rassurer les habitants de Carnuntum, les sources historiques nous apprennent que cela n'a pas suffi. Les Germains franchissent les puissantes défenses romaines et massacrent une garnison de 20 000 soldats. Carnuntum tombe, ouvrant ainsi la voie à une invasion de la péninsule italienne. C'était une très mauvaise passe. Rome et l'Empire n'avaient rien connu de tel depuis près de 3 siècles. Il a fallu élaborer de nouvelles stratégies pour affronter ces défis potentiellement destructeurs pour l'Empire romain. Dans un autre amphithéâtre romain, situé à moins de 2 km du Colisée, on retrouve des vestiges de cette menace. Regardez, c'est très impressionnant. On a une structure incurvée entièrement faite de briques qui compte 2 étages. On peut voir des pilastres, des colonnes engagées et même des chapiteaux ornés. C'est vraiment superbe. L'amphithéâtre Castres, édifié pour accueillir des démonstrations de force militaire,
réservé exclusivement à la cour de l'empereur, a été entièrement remodelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a bloqué les ouvertures avec des briques pour changer la fonction du site et en faire un rempart. L'amphithéâtre a été intégré à une muraille longue de 20 km, érigée autour de Rome. Pourquoi une telle fortification? Parce qu'ils en avaient besoin, c'était la panique. Des peuples germaniques, des tribus, des hordes de soldats barbares marchaient sur l'Italie. Au milieu du IIIe siècle, Rome n'est plus dans l'offensive, mais sur la défensive. Et la muraille répond à cette nouvelle réalité. Rome n'avait pas construit de rempart depuis plus de 700 ans. L'époque glorieuse du Haut-Empire, avec les empereurs Trajan, Hadrien et Marc Aurèle, n'est plus du tout d'actualité. L'Empire romain est dans le creux de la vague. Les sources historiques indiquent que les jeux organisés au Colisée sont de moins en moins grandioses. On investit moins dans l'entraînement des gladiateurs. Les finances de l'Empire sont consacrées à la défense et non plus au divertissement. Les voisins de l'Empire romain comprennent peu à peu que Rome n'est plus tout à fait en mesure de relever des défis militaires et stratégiques d'envergure. Et qu'elle a de plus en plus de mal à faire face à plusieurs crises en même temps. Les peuples germaniques envahissent le territoire en grand nombre et représentent un danger militaire énorme pour l'Empire. Mais dans les années 270, l'Empire connaît un regain de fortune. Un nouvel empereur, Aurélien, obtient de grandes victoires sur les peuples barbares et rétablit la paix à Rome. Cependant, à l'intérieur même de l'Empire, un autre bouleversement survient. On en retrouve la trace dans tous les amphithéâtres romains, comme celui-ci. À 100 km au nord d'Algème, se trouve l'amphithéâtre de Carthage. Dans ce tunnel lugubre, sombre et humide, les prisonniers étaient pris pour être tués dans une atmosphère où plus de 40 000 spectateurs faisaient du bruit, où il y avait aussi des animaux féroces qui grognaient, qui puaient. Ça devait être un moment terrifiant. Les récits historiques évoquent une exécution qui aurait eu lieu ici au début du IIIe siècle. La victime s'appelle Perpétue. Son crime, être chrétienne. Perpétue déshonorait la société romaine, tout simplement parce qu'elle était chrétienne. Donc elle offensait la culture commune. Et c'est pourquoi les gens étaient satisfaits de l'avoir condamnée à mort aux bêtes. Au IIIe siècle, le christianisme fait de plus en plus d'adeptes. Mais pour un empire qui a du mal à s'unifier, les chrétiens représentent une menace. Il s'agit de gens qui refusaient le mode de vie romain, d'adorer bien sûr les divinités, d'adorer l'empereur en tant que divinité, puis de fréquenter les théâtres, les amphithéâtres et même de servir dans l'armée romaine. En refusant de prendre part aux rites établis, on menace la cohésion sociale et politique de la société. Lorsqu'il y avait des problèmes, on cherchait toujours un bouc émissaire. Et les chrétiens étaient une cible choisie pour beaucoup d'empereurs. Donc on mettait tous les problèmes, les défaites militaires, les épidémies sur le dos des chrétiens. Les chrétiens sont accusés de haute trahison et de rassemblements illégaux, ce qui est passible de la peine capitale.
Tout au long du IIIe siècle, ils sont massacrés dans les amphithéâtres de l'ensemble du territoire. Au XVIIIe siècle, l'Église catholique érige un monument en leur honneur à l'intérieur du Colisée. La croix se trouvait au centre de l'arène. Elle nous rappelle ce qui a été un événement extrêmement important pour le Colisée, la consécration du lieu aux martyrs chrétiens. Depuis le Moyen Âge, l'Église affirme que les chrétiens étaient jetés au lion dans cette arène. Mais en a-t-on la preuve? Les sources écrites sur le sujet sont rares. Certains récits historiques évoquent les persécutions de chrétiens. Ils étaient soumis à toutes sortes d'atrocités. Une source religieuse du IXe siècle documente le martyre de deux Perses chrétiens, Abdon et Sénène. Ils auraient été démembrés par des gladiateurs au Colisée au mi-temps du IIIe siècle pour avoir refusé de renier leur foi. Ces martyrs ont été utilisés par l'Église pour établir un lien entre le Colisée et la persécution chrétienne à Rome. Mais aucune preuve ne confirme ce lien. Que des chrétiens aient été mis à mort ou non dans cette arène, le Colisée devient un symbole de persécution religieuse, ce qui montre clairement que les valeurs et la culture de Rome commencent à changer. Mais les exécutions de fidèles ne freinent pas l'essor du christianisme. À la fin du IIIe siècle, il devient la religion officielle de l'Empire romain. À ce stade, presque toute l'élite impériale s'est convertie au christianisme. C'est une évolution très rapide qui a pris moins d'un siècle. Avec l'essor de cette nouvelle religion, le Colisée subit un revers cinglant. En l'an 404, il se retrouve privé de son attraction la plus prisée. Les combats de gladiateurs sont interdits par le nouvel empereur chrétien de Rome, Honorius. Les amphithéâtres ne mettent plus en scène que des chasses aux animaux sauvages. Les foules immenses autrefois réunies au Colisée pour célébrer le pouvoir de l'Empire romain s'amenuisent peu à peu. Le Colisée est de moins en moins un atout stratégique pour le pouvoir impérial. Tout ne s'arrête pas avec le décret qui interdit les combats de gladiateurs, mais c'est le début de la fin. Les divertissements sont en berne et les valeurs culturelles ont évolué. Le Colisée perd de son aura. L'édifice doit également faire face aux catastrophes naturelles. Parmi les ruines mises au jour au XIXe siècle à l'emplacement d'une des entrées du Colisée, se trouve une inscription en mémoire d'un événement important. Les mots-clés sont ici. Abominandi terremotus ruina prostravit. Elle indique que, tout juste 40 ans après l'interdiction de la gladiature, le Colisée est frappé par un puissant séisme. Les colonnades des étages supérieurs s'effondrent. Les gradins s'écroulent. Le sol de l'arène se fissure. L'hypogée se remplit de gravats. Malgré des réparations de fortune, l'arène ne retrouvera jamais sa splendeur d'antan. Le Colisée n'accueillait plus les foules immenses des premiers temps de l'Empire.
C'était sans doute encore un lieu de spectacle, mais avec une dimension fortement réduite. Auparavant, le prestigieux amphithéâtre aurait été reconstruit, mais pas cette fois. Car l'Empire subit des revers. Au début du 5e siècle, les défenses romaines sont de nouveau sous pression. Elles ne parviennent pas à repousser la menace constante des barbares. Des hordes d'ennemis déferlent dans la péninsule italienne, et en l'an 410, elles atteignent Rome. Les barbares sont aux portes de Rome. L'enceinte fortifiée de la ville est impressionnante, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des contingents humains, et l'Empire ne les a pas. Résultat des courses, la capitale ne livre pas de grandes batailles. Rome tombe. La nouvelle ébranle le monde entier, c'est terminé. L'épicentre de l'Empire n'existe plus. Sa force militaire est réduite à néant. Quand la ville est à nouveau mise à sac en l'an 455, cela marque la fin de l'Empire en Italie. Rome reste une ville importante, le Colisée reste un monument important de Rome, mais l'Empire n'existe plus. En Orient, à Constantinople, il y a encore un empereur romain, mais l'Empire d'Occident, lui, est mort. Sans l'Empire, Rome ne peut plus se permettre le luxe du Colisée. Des écrits confirment que des chasses aux animaux et des démonstrations acrobatiques se sont tenues dans cet amphithéâtre en l'an 523. Ce sont les derniers spectacles attestés. Mais l'activité du Colisée s'est-elle vraiment arrêtée là? Parmi les déchets retrouvés dans les égouts, les archéologues ont fait une découverte de taille. Quand cet objet est arrivé ici, en dehors des incrustations de terre, il ne présentait aucune corrosion. Il était en très bon état. Il s'agit d'une bague en or presque pur, finement travaillée. Quelle merveille! La particularité de ce bijou, c'est qu'à l'intérieur, on a trouvé une petite bille, sans doute en or, qui teinte dans l'espèce de muselet. Tu peux la faire teinter? Ah oui, on l'entend un peu. Tu as remarqué s'il y avait des traces d'utilisation, d'usure? On peut savoir si elle a été portée? Oui, on le voit clairement. Regarde l'intérieur des parties arrondies tout autour. Elle frottait contre les doigts de la personne qui portait la bague. Elles sont usées. Il y a des traces d'abrasion. Elles sont plus lisses. C'est ça, exactement. Par rapport au sommet de la bague qui n'a pas subi cette usure, elles sont beaucoup plus lisses. Cette bague en or est une énigme. Sa forme, la présence de cette structure, tout ça nous oriente vers le 6e ou le 7e siècle de notre ère. Les derniers jeux attestés du Colisée ont eu lieu au début du 6e siècle. Mais si cette bague a été fabriquée plus tard, ça veut dire qu'une personne fortunée s'est trouvée dans l'amphithéâtre bien après. Pourquoi? Qu'était-elle venue voir? Ce sera aux futurs archéologues de le découvrir. Le Colisée a accueilli des spectacles d'envergure pendant près d'un demi-millénaire. Construit à l'âge d'or de l'Empire romain,
il en a partagé l'essor, puis le déclin. Sans l'Empire pour le financer, cette arène autrefois prestigieuse a été laissée à l'abandon et dépouillée de bon nombre de ses matériaux de construction. Au cours des siècles qui ont suivi, Rome a retrouvé sa grandeur en devenant le cœur de la chrétienté occidentale. En se réinventant, la ville a trouvé le moyen de réutiliser les monuments de l'Antiquité. Je me trouve devant la basilique Saint-Pierre, le lieu de culte emblématique du monde catholique. Si on observe le balcon et le reste de la façade, on voit ces superbes ornements architecturaux. Ils sont fabriqués dans la roche calcaire couleur crème appelée travertin, ce qui doit vous rappeler quelque chose. On a des écrits datant de la Renaissance qui attestent que des tonnes de travertin ont été arrachées au Colisée pour ériger la basilique. L'ironie de la chose, c'est que l'amphithéâtre est associé au massacre, à la violence. Cette arène dédiée au combat de gladiateurs continue d'exister, mais elle s'est transformée en un symbole de paix. Ces pierres ont été réutilisées pour bâtir un empire spirituel, le haut lieu de la foi catholique. Toutes les pierres du Colisée n'ont pas été réutilisées. Les ruines actuelles le prouvent. Encore debout presque 2000 ans plus tard, ce monument extraordinaire nous rappelle avec force le passé prestigieux, mais aussi cruel, de Rome. Il demeure également le symbole d'un empire qui aura changé le monde.